On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, tout est au beau fixe là, pour la présidentielle américaine. Kamala Harris a rattrapé son retard. Là, on a une vraie course, vrai duel. Tout le monde est bien excité. Mais c'est pas fini tout ça. Non seulement on sait pas encore le colistier de Kamala Harris, qui est comme la grosse question qu'on pensait peut-être qu'il serait répondu durant la fin de semaine. C'est pas encore fait. Mais il y a aussi des menaces qui planent sur sa campagne. Ben voilà, écoute, d'abord, aujourd'hui, dans l'avant-midi, on s'attend à ce que ce soit normalement avant les 12 coups de midi. Donc, on devrait apprendre l'identité du fameux colistier. Donc, ce soir, il y a un rassemblement à Philadelphie, le premier d'une série de rassemblements pour le duo démocrate. M. Trump et M. Vance, de l'autre côté, vont aussi être sur la route pour contrer un peu ce mouvement-là sur lequel on tente de surfer, de voguer du côté démocrate. Tout le monde a hâte. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Reste à voir pourquoi on a choisi une personne plutôt qu'une autre. Moi, c'est ce que j'ai hâte de pouvoir analyser. On s'attend à ce qu'on souhaite un minimum de chimie entre une éventuelle présidente et un éventuel vice-président. Donc, il y a ça. Il faut que ça accroche quand on affronte quelque chose aussi gros que la présidence américaine. Mais ensuite, quelles vont être les qualités de l'individu? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un de plus progressiste comme M. Walz du Minnesota? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un de plus modéré, centriste, appelons ça comme M. Shapiro en Pennsylvanie? M. Kelly en Arizona. Donc, on va voir. Déjà, une chose que j'aime moins si je suis un stratège démocrate, ça grenouille à l'intérieur. Là, on sent qu'il y a eu même des attaques d'un camp contre l'autre, modérés ou plus centristes contre progressistes. C'est le temps que ça se calme. C'est le temps qu'on annonce donc quelqu'un, puis qu'ensuite, on fasse ce qu'on a fait avec Kamala Harris, c'est-à-dire qu'on rentre dans le rang et il n'y a pas de temps à perdre en chicane de famille et en division interne. Maintenant, donc, tu le disais en introduction, les sondages pointent vers, non seulement on a freiné la chute de Joe Biden dans les sondages, M. Trump gagnait, grugeait du terrain régulièrement avant que Joe Biden ne se décide à refiler le relais à Mme Harris. Donc, elle est légèrement en avance au national. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle, mais ça signifie pas grand-chose sur le résultat au sens où ça va se décider dans les États pivots. Ce qu'on apprenait hier, c'est que non seulement dans les États pivots, elle est revenue dans la course pour les États pivots dont on parle depuis un certain temps, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin. Mais on dit en plus qu'elle ferait des percées en Caroline du Nord, en Georgie et en Arizona. Donc, ça veut dire, c'est pas joué, ça veut dire plus de scénarios possibles vers la victoire. Avant, on était bloqué sous Joe Biden avec 3 États. Si maintenant on peut envisager de faire tomber 3 autres États, là, on est de retour à un scénario qui est celui de Joe Biden en 2020. Ça avait été très serré, on l'oublie. Ce fameux 11 000 quelques votes, le 12 000 votes en Georgie, ça nous montrait que ça avait été très serré puis que M. Trump avait essayé de jouer sur ces fameux résultats-là. Donc, tout ça pour dire, ça va bien du côté démocrate. On galvanise les troupes, on a récupéré notre retard, les sondages montrent qu'on a, entre guillemets, un vrai match. Maintenant, il y a toujours des imprévus dans une campagne et on ne sait pas de quoi vont être faits les prochaines semaines ou les prochains mois. Et hier, déjà, je voyais beaucoup de gens commencer à s'inquiéter sur les réseaux américains en disant, d'abord, il y a des Américains qui ont été victimes d'attaques en Irak, des soldats américains par des tirs iraniens. Et on sait à quel point la situation elle est tendue sur la scène internationale. Non seulement il y a ce fameux conflit depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, non seulement on surveille, est-il toujours possible de venir en aide à l'Ukraine? Si oui, peut-on effectuer des progrès sur le terrain? Puis pendant combien de temps on le fait? On sait que les alliés au sein de l'OTAN, les alliés européens, comptent bien sûr sur le leadership et la participation des États-Unis. C'est dans la balance, ça, dans une élection qui impliquerait une victoire de Donald Trump. Donc, il y a cette situation-là, mais bien sûr, le plus urgent, le plus pressant, j'y référais avec les attaques en Irak, c'est l'Iran, c'est les Houthis, c'est le Hezbollah. Donc, hier, avec Rémi, on évoquait cette espèce de mise en garde, de cri d'alarme qu'avait lancé le secrétaire d'État Blinken sur on s'attend à ce que l'Iran frappe
bientôt, préparez-vous. Pour Kamala Harris, c'est un boulet. Ça l'est pour Joe Biden, mais Joe Biden termine son mandat, donc il termine sa carrière politique. Kamala Harris doit aussi récupérer cette décision-là, et elle est associée à l'administration Biden, pour les bons coups, comme pour le doute, ou comme pour les moins bons coups. Donc, il y a ça. Et ce fameux cessez-le-feu qu'espérait avoir Joe Biden, ben, il est sérieusement mis à mal, là. On en avait même discuté la semaine dernière, mais ça revient hanter Kamala Harris cette semaine. M. Trump, c'est souvent un des arguments des Trumpistes, hein. Ils disent « Ah, sous Donald Trump, il n'y avait pas de guerre. » Ça me prendrait une demi-heure pour nuancer tout ça. Mais tout ça pour dire, c'est quand même, peu importe ce que j'en pense ou peu importe les faits, c'est les perceptions souvent qui vont guider le choix des électeurs. Donc, cette perception-là, elle est ancrée. L'autre chose, ben, c'était la secousse hier sur la planète, dans le monde occidental, mais sur la planète, avec une partie de ce tsunami d'informations qui émanait du Japon et des nouvelles moins intéressantes du côté de l'économie américaine. Donc, la chute du Dow Jones et des marchés boursiers en général. Et on a vu la réplique tout de suite de Donald Trump. Peu importe à quel point c'est grossier, l'idée, c'est de mettre dans la tête des électeurs que tout ça, c'est de la faute des démocrates. Donc, il a dit carrément que c'est de la faute de Kamala Harris. Donc, et c'est... Je disais, l'attaque est grossière, reste que ce qu'on essaie de mettre dans la tête des électeurs, c'est quelque chose qui est déjà là pour les partisans de Donald Trump, c'est qu'ils sont convaincus que sous Donald Trump, l'économie américaine va mieux. Les indicateurs disent pas ça, mais alors là, pas du tout. Les faits, les chiffres montrent que sous Joe Biden, ça allait même très bien, qu'il y a certains indicateurs même qui étaient historiques. Le taux de chômage, l'an dernier, était à un taux record depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais tout ça a été modifié. Et là, on sort d'un mois, puis on sait à quel point parfois, au plan psychologique, les marchés sont hyper sensibles. On sort d'un mois où on a eu moins de création d'emplois que ce à quoi on s'attendait. Donc, un élément de panique, ça a été, on perd confiance dans l'économie américaine. Et il y a toujours cette idée de récession qui est dans la tête de bien des gens. Une crise de panique, ce serait un pas de plus vers cette possible récession. Donc, on verra. Déjà, ce matin, le marché boursier était en remontée. Déjà, ça semblait se diriger vers une forme de stabilisation après un mouvement de panique. Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va changer encore? Moi, hier, ce que ça m'a dit, c'est l'économie. On a fait un petit rappel à tous les Américains, à tous les sondeurs, hein, puis à tous les candidats surtout, que l'économie demeure un des facteurs les plus importants dans une campagne présidentielle. On peut jouer la frontière, on peut jouer les woke, la cancel culture, la culture de l'annulation. L'économie, ça inquiète toujours les gens. Et c'est souvent l'administration en poste qu'on blâme ou qu'on juge quand il y a une problématique. L'inflation, elle est là aux États-Unis, donc elle n'est pas aussi basse que ce qu'on souhaiterait. C'est souvent la première chose que constatent les gens. Puis l'indicateur premier, c'est quand je vais à l'épicerie, ça me coûte plus cher que ça me coûtait avant. Hein, c'est souvent, on n'a pas le temps d'y aller dans la vie de tous les jours, de très, très grandes analyses, puis de confronter des experts ou des thèses d'économistes. C'est est-ce que ça me coûte plus cher de logement? Est-ce que ça me coûte plus cher pour faire le plein? Est-ce que ça me coûte plus cher à l'épicerie? Donc, Mme Harris, en passant, c'est une des faiblesses aussi. Pas que son plan économique ne soit pas bon, elle va dans la nuance, ce que Donald Trump ne fait pas. Ouais. Donald Trump, il va de slogans, hein, il va de phrases qu'il répète, qu'il martèle, puis on espère que ça va passer la rampe. Dans le cas de Mme Harris, elle a ce défaut en campagne électorale de ne pas être assez populiste. Et quand elle explique son programme politique, elle le fait dans la nuance. Elle explique. C'est pas tout le monde qui se rend jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? Il va falloir qu'on trouve aussi, du côté de Mme Harris, un ton plus populiste. On a l'air de niveler par le bas en disant ça. Ouais. Mais dans un sprint, parce qu'on est rendu là, dans un sprint de 3 mois, on va souvent retenir des étiquettes, des grandes phrases, des images. On l'a vu avec Joe Biden. Joe Biden n'arrivait plus à... Ouais, Joe Biden n'arrivait plus à susciter les images comme celle-là, les phrases fortes, les moments clés. Puis c'est souvent ça hein, qui fait la différence, Luc, que la liberté faisait bien de nous rappeler. Ben oui, pas de problème, Luc, tu fais bien, puis
Kamala Harris, pourtant, devrait avoir ces leçons-là apprises, considérant que une partie de sa popularité en ce moment est due au phénomène de viralité des réseaux sociaux, aux mèmes, à tout ça. Ça fait partie de ce qu'il a fait, avancer, là. Oui, puis ça fait partie d'ailleurs de la stratégie de la campagne qui est de miser là-dessus. C'est un autre intérêt qu'on va avoir dans l'analyse du choix du colistier. Parmi les colistiers, il y en a qui sont plus populistes que d'autres. Populistes au sens passage obligé en démocratie. Vous devez convaincre les électeurs, peu importe ce que vous avez comme potentiel, à quel point vous trouvez que vos idées sont bonnes. Si vous n'arrivez pas à séduire l'électorat, à aller le chercher, à jouer sur les émotions, vous vous condamnez à perdre. Ça vient, la démagogie et le populisme, malheureusement, ou heureusement parfois, ça vient avec la démocratie. Et le plus habile dans ce type de message-là, dans ceux qui sont encore sur les rangs, c'est Tim Walz. Donc, c'est le gouverneur du Minnesota. Est-ce qu'on va y aller vers M. Walz? Moi, je pense que si on veut quelqu'un pour passer un message accessible à tout le monde, c'est intéressant. En même temps, il a une étiquette de progressiste. C'est comme le handicap de Kamala Harris, c'est qu'on l'associe depuis le début, donc au woke. Hein? Puis d'ailleurs, si on regarde sur les réseaux sociaux, là, on a même retrouvé en 2017, si je me souviens bien, une sortie de Kamala Harris qui disait, pris hors contexte, tout le monde devrait être plus woke. Woke dans le sens de réveiller. Woke dans le sens de faut surveiller ce qui se passe puis éviter les injustices. Pris hors contexte, ça va devenir, Kamala Harris endosse tout ce que des progressistes particulièrement convaincus puis dans certains cas endoctrinés passent comme message. On va l'associer à ce qu'il y a ou à ce qu'on considère être excessif dans le mouvement. Donc, ça va être intéressant. L'économie s'invite dans la campagne. Quelle réponse on offre à quelque chose de simpliste comme les... Oui, qu'est-ce qu'on offre effectivement, là, Luc La Liberté? Qu'est-ce qu'on offre aux électeurs du côté de Mme Harris? Ben, c'est quelque chose qui va être à suivre. Je rappelle, choix de colistier qui devrait tomber dans la journée. Ça va nous en faire du jus à analyser. Luc La Liberté, un gros merci de l'avoir fait avec nous. Ça va être déjà tout pour cet épisode. Merci à toute l'équipe qui travaille derrière la console. Merci à vous aussi d'être là à la maison. On se retrouve dès le prochain.